tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat à suivre dans 100% Sénat les débats autour du projet de loi de finances 2026. Les sénateurs continuent à débattre du premier volet, le volet recettes qu'ils ont largement modifié. Place aux discussions hier autour du RSA. Hier, les sénateurs ont adopté un amendement transpartisan afin de proroger l'expérimentation de la recentralisation du RSA. Elle est actuellement conduite dans 3 départements. Regardez, on se retrouve juste après. Nous passons à 3 amendements identiques. Le 799, M. Kozik. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement particulièrement important et je dois dire qu'il a eu un parcours un peu tumultueux. Alors, c'est un amendement qui est transpartisan car il a été déposé à l'identique à la fois par notre collègue centriste Capo Canella et Jean Sol pour les Républicains. Je rappelle qu'en 2022, l'État a décidé d'expérimenter une recentralisation du financement du RSA assuré en droit commun par le conseil départemental. 3 départements se sont portés candidats à cette expérimentation qui a débuté en 2022 en Seine-Saint-Denis ainsi que dans les Pyrénées-Orientales et en 2023 en Ariège. Un tout premier bilan de cette expérimentation a pu être dressé à l'occasion d'un contrôle budgétaire sénatorial mené par les sénateurs Bocquet et Bazin, dont le rapport fait état du succès de cette expérimentation. Les finances départementales sont mieux préservées de l'effet ciseau pour un impact mesuré sur le budget de l'État. Ce premier bilan à mi-étape fait constater aux acteurs engagés dans la démarche que la durée initialement prévue pour l'expérimentation ne permettrait pas d'en dresser une évaluation complète. L'expérimentation en matière de rapprochement, regroupement et fusion des universités, par exemple, impliquant un grand nombre d'acteurs et de moyens, a été ouverte pour une durée de 10 ans. Aussi, il est proposé par cet amendement de prolonger l'expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA jusqu'au 31 décembre 2031. Merci, M. Capo Canella. Amendement identique. Oui, Monsieur le Président, il est identique, il a été brillamment défendu par notre collègue Kozik. Si M. Séné, amendement identique, il est défendu. Ah, M. Sol, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu que vous étiez là. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais m'associer donc à cet amendement transpartisan et insister sur l'intérêt de prolonger l'expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA, dont le premier bilan réalisé dans le cadre d'un contrôle budgétaire par nos collègues Éric Bocquet et Arnaud Bazin fait état du succès de cette expérimentation qui a permis, faut-il le rappeler, le renforcement des ambitions et des moyens de nos départements expérimentateurs et surtout un meilleur pilotage territorial des politiques d'insertion. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission? Ce sera un avis de sagesse. Mais je veux attirer notre attention collective et celle du gouvernement. Donc l'expérimentation durait 5 ans. Je veux quand même rappeler qu'elle est autorisée et encadrée sur le fondement de l'article 37.1 de la Constitution. Et ce cadre, il fixe des règles très strictes. Elle ne peut être prorogée indéfiniment. Il faudra donc, à un moment ou à un autre, y mettre fin, avant de généraliser ou pas. Mais surtout, je pense que moi, j'ai quand même un regret, c'est de ne pas avoir, à ce stade, de rapport d'étape, parce que c'est quand même plus éclairant. Là, on le fait à l'aveugle, on le fait à la confiance. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de questionnement particulier, parce que je pense que s'il y avait des gros soucis, on nous le dirait, mais je regrette vraiment qu'on n'ait pas d'éléments, sauf si, Monsieur le Ministre, vous nous en fournissez. Et en tous les cas, je pense que ce serait bien de retenir le principe d'avoir, d'ici à la fin de l'année prochaine, au moins un rapport d'étape sur chacun des départements pour respecter l'esprit et la lettre de l'article 37.1 de la Constitution. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le cadre de cette expérimentation prévoyait une évaluation au bout de 5 ans, donc dans l'année 2026, et celle-ci sera évidemment bien lancée et permettra d'ailleurs d'éclairer les travaux que l'on aura ensuite. Pour autant, j'entends aussi ce qui est dit sur la volonté de donner plus de visibilité aussi aux départements concernés, expérimentations sur lesquelles les retours de terrain
que l'on a sont effectivement favorables. Mais enfin, ça ne vaut pas évaluation rigoureuse scientifique. Le rapporteur général a raison de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle j'émettrai sur ces amendements identiques un avis de sagesse également. Monsieur le ministre Lemoine. Merci Monsieur le Président. Donc l'amendement propose de poursuivre l'expérimentation. C'est sûrement une bonne chose. Effectivement, ça s'est traduit par une bouffée d'oxygène pour les 3 départements concernés. Pour ma part, voyant l'amendement très intéressant de nos collègues, je m'étais proposé de le sous-amender en prévoyant que de nouveaux départements puissent se porter candidats à l'expérimentation par une délibération au premier trimestre de l'année 2026. Hélas, l'amendement a été déclaré irrecevable. Bon, je constate que l'amendement, lui, est recevable. Voilà, sourire hein, pour le compte-rendu. Mais je voulais donc regretter cela et peut-être interroger le gouvernement sur la suite des opérations. Parce que je pense qu'il est utile de prévoir non seulement que l'expérimentation se poursuive dans le temps, Monsieur le Ministre, mais peut-être avec plus d'ampleur dans l'espace, si je puis me permettre. Et que peut-être soit offerte cette faculté, alors ça ne sera peut-être pas ce soir, mais vous pourrez peut-être trouver d'autres vecteurs où la CMP ou la navette font que cet article est ouvert et vous pouvez le compléter utilement pour prévoir cette possibilité d'expérimentation renforcée avec des départements qui pourraient être volontaires. Pas 50, hein, parce qu'après, ce n'est plus une expérimentation. Et cela permettrait aussi de reprendre une recommandation de la Commission des finances de notre Assemblée, puisque l'excellent rapport de nos collègues Bazin et Bocquet prévoyait justement comme recommandation de faire rentrer de nouveaux départements. Il y a notamment le cas de la Guadeloupe. Je suis à côté de ma collègue Solange Nadille, qui n'avait pu être retenue pour des raisons liées à la CAF locale. Mais il y a sûrement d'autres départements. Je sais que le président du département de Lyon est très impliqué sur ces sujets-là, mais et d'autres ailleurs en France. Voilà donc mon questionnement, Monsieur le Ministre, sur ce sujet. Oui, Monsieur le Président. Oui, puisqu'il y a eu de la part de notre collègue une interrogation sur pourquoi il était article 40. Tout simplement, le sujet de la poursuite, en soi, ça aurait pu être aussi continuer l'expérimentation, article 40. Si ça ne l'a pas été, c'est que la ministre de Montchalin a ouvert l'idée que ça pourrait, cette expérimentation pourrait se poursuivre. Mais par contre, elle n'a pas parlé d'élargir à l'ensemble des départements. Voilà, je voulais que vous ayez la réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Cukierman, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre. Tout d'abord, nous allons voter ces amendements. Moi, je crois que derrière ces amendements et la volonté de prolonger l'expérimentation, et ce que vient de dire notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne est très important. D'abord, il y a besoin de l'élargir, mais en réalité, il y a besoin de se réinterroger. Et Monsieur le Ministre, je vous interroge. Parce qu'en fait, vous êtes là pour parler des collectivités, mais vous êtes surtout en charge de la réforme de l'État. En fait, la question du RSA est un non-sens. On a transféré aux départements une compétence dont ils n'ont pas la maîtrise du volume. Je m'excuse de parler ainsi, mais c'est la réalité. Et donc, en vrai, la question de l'égalité, je vous rappelle la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui est donc une mission profondément régalienne, doit revenir à l'État qui en assure pleinement la solution. Et dire cela, c'est aussi apporter des réponses à l'ensemble de nos départements. Parce que tous nos départements aujourd'hui qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus les moyens, mais en fait ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'en fait depuis 10 ans, quand le RSA explose, ils n'ont plus d'autres financements. Donc moi, je pense que l'expérimentation, il faut la poursuivre. Comme le disait Jean-Baptiste Lemoyne, il faut l'élargir. Alors, dans une CMP, dans une loi spéciale, c'est pas possible, dans un futur budget, j'en sais rien, mais ça, on s'en fiche. Mais à un moment donné, il faut que nous ayons la volonté politique de dire que ce sujet-là, nous devons le sortir des départements, leur redonner un peu d'air et de souffle, et que cela doit redevenir effectivement une gestion telle qu'elle l'était précédemment. Merci Madame la Présidente. Je vais donc mettre au vote ces 3 amendements identiques avec un double avis de sagesse. Allez-y, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement pouvoir répondre au sénateur Lemoyne et à la présidente Cukierman. Effectivement, vous avez raison de le dire. D'ailleurs, on le voit en fait à travers ces prises de parole, au-delà de la question d'une expérimentation, au-delà de la question de sa prolongation,
au-delà de la question de son extension dans le périmètre géographique, il y a la question d'une réforme structurelle des compétences sociales. Et on voit à travers première remontée qu'on a des départements concernés, les expressions d'autres sénateurs qui ne font pas partie des départements concernés par l'expérimentation, qu'il y a sans doute une question sur l'exercice de la compétence et donc une réforme structurelle qui serait valable pour le coup pour l'ensemble du territoire. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que projet de loi de finances pour des réformes structurelles soit le meilleur vecteur pour le faire. En revanche, on aura probablement dans le cadre de ce que le Premier ministre a évoqué, c'est-à-dire un texte dédié à la question de la clarification des compétences, à aborder et à trancher cette question-là, parce que vous l'avez dit, elle est effectivement extrêmement importante pour assurer en réalité un même niveau de solidarité à travers tout le territoire national, et c'est bien le moins qu'on doit à l'égalité républicaine. Donc cette fois-ci, je mets au vote ces trois amendements identiques avec un double avis de sagesse. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Les sénateurs ont donc décidé de prolonger l'expérimentation de la recentralisation du RSA. Au-delà, certains se sont interrogés sur la gestion même du RSA et sur l'échelon auquel cette compétence doit être attribuée, un sujet qui pourra être abordé dans le texte sur les collectivités annoncé par le Premier ministre. Collectivité toujours, place au débat de ce matin autour de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, et plus largement celui des finances des collectivités, un sujet de grande attention pour les sénateurs, notamment à quelques mois des élections municipales et alors que l'État demande aux collectivités un effort que la Chambre haute veut réduire à 2 milliards d'euros. Regardez. Nous attaquons l'article 31, l'article sur la dotation globale de fonctionnement avec la non-indexation qui est aujourd'hui portée par la majorité sénatoriale, c'est-à-dire que de tout temps, en fait, et l'année passée encore, nous étions tous ensemble à porter ce sujet parce que on est quand même dans un moment important pour les collectivités territoriales. On sait que depuis l'année dernière, alors qu'ils sont soumis à l'augmentation de 3 points sur la CNRACL, c'est vraiment très, très, très compliqué. Enfin, tout sur le territoire, nous avons des remontées. C'est la pire décision pour eux qui a été prise l'année dernière. Et à minima, dans cet hémicycle, nous devrions concevoir le fait qu'il faut continuer à porter et à accompagner les collectivités, faire en sorte qu'elles ont suffisamment de fonctionnement pour pouvoir assumer l'ensemble de leurs charges. Elles ont notamment un devoir massif parce que c'est une minute et pas plus, alors sinon on n'y arrivera pas. Oui, c'est vrai que c'est une minute, pas plus, mais enfin là on est quand même sur un débat oui, mais quand on est sénateur, on a aussi une capacité de synthèse. Sérieux. On passera les amendements, je ne le défendrai pas, mais c'est un moment qui est particulièrement non, je vous en prie, c'est bon. Monsieur Marc Laménie, pour une minute à vous. Nous sommes dans la Chambre des territoires. Monsieur Marc Laménie, à vous. On a dit ça, on ne va pas commettre. Une minute aussi, je suis désolé, mais on est obligé. Allez. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, concernant cet article qui est particulièrement important, qui fixe les montants de la DGF, 32,6 milliards pour la DGF, les variables d'ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de TVA sur un prélèvement de recettes. Au total, le montant des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales s'élève à 105,2 milliards d'euros, dont 54 milliards pour les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, dont la DGF. En plus, après les contreparties de dégrèvement aux transferts financiers, la fiscalité transférée, notamment. Alors, concernant les variables d'ajustement, je me permets juste d'intervenir sur notamment la baisse à hauteur de 50 millions d'euros du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans certains départements. C'est une recette de fonctionnement qui est importante sur le budget des communes et intercommunalités dites défavorisées et s'élèverait qu'à seulement à 164 millions d'euros. Donc il y a beaucoup d'amendements, donc on soutiendra cet article. Je vous remercie. Merci. Monsieur Grégory Blanc. C'est un article sur lequel il faut qu'on conduise le combat pied à pied. Pour une raison simple, c'est que on ne peut pas continuer d'avoir des transferts de compétences à bas bruit, comme on le voit sur la sécurité, comme on le voit dans le social, avoir des coupes budgétaires parallèles
à côté et ne pas mettre les crédits sur la DGF. Quand on a des compétences régaliennes qui, dans les faits, sont occupées par les maires, je pense à l'état civil, par exemple, où on a des absences de compensation, je pense à la sécurité, je le disais, je pense à tout l'enjeu de prévention de la sécurité environnementale, tous les enjeux d'adaptation de nos territoires pour faire en sorte que nos concitoyens puissent être rassurés, en sécurité. Là, je me dis, il y a un problème. Si on ne donne pas les moyens à travers l'outil qui est fait pour cela, qui s'appelle la DGF, à ce moment-là, on va continuer de biaiser nos fonctionnements. Ça ne peut plus durer comme ça. C'est par la DGF qu'il faut qu'on attaque les problèmes. Alors, nous allons procéder à la discussion sur les amendements. 42 amendements en discussion commune et 2 sous-amendements. Le premier, le 1484. Allez-y, Monsieur Barros. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais présenter les deux si ça vous dérange Bien pas, volontiers. très rapidement. Le présent amendement instaure à compter de l'exercice 2026 un mécanisme d'indexation automatique de la DGF sur l'inflation mesurée en moyenne annuelle afin d'assurer la stabilité de la dotation en volume et de mettre fin aux pertes récurrentes en euros constants induites par le gel de l'enveloppe normée. Le second amendement, le 2148, propose en fait de rattraper la perte de DGF résultant de l'absence d'indexation sur l'inflation depuis 2018. Le calcul consiste à appliquer l'inflation cumulée 2018-2026 à la DGF. On est quand même, depuis 2018, sur une perte globale de 4,65 milliards d'euros en moins pour le financement des services publics et des collectivités territoriales. Pour reprendre les éléments et les mots des collègues précédents, en effet, on a bien compris que la DGF est de la compensation aujourd'hui, que ça ne finance plus ce qui a été transféré par l'État aux collectivités, mais c'est un vrai drame et c'est une vraie complexité pour boucler les budgets sur le terrain. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, vous ne défendiez que le premier, le second, seule Madame Kuckerman était signataire. Donc, je vous le dis. Voilà. Ensuite, nous avons 3 amendements identiques. Le 30 rectifié. Allez-y. Oui, alors c'est un amendement que nous proposons ensemble avec nos collègues de la gauche sénatoriale, qui propose une revalorisation réelle de la DGF pour 2026 à hauteur de l'inflation. Moi, je suis choquée réellement qu'on ne considère pas que ce débat puisse se faire calmement, sur lequel chacun puisse prendre la parole et que vous m'ayez coupé la parole. D'autant plus qu'il y a une vraie hypocrisie. On a tous ensemble voté le statut de l'élu. On a voté la PPL. Mais ça veut dire quoi? C'est encore un report de charge. Et là, on est en train d'expliquer que, outre le fait qu'on ait augmenté la CNRACL, outre le fait qu'on continue à porter des charges de fonctionnement sur les collectivités, on ne décide même pas collectivement de pouvoir indexer la DGF et dans des conditions de débat qui sont, à mon sens, inadmissibles. Nous sommes la Chambre des territoires. Si nous ne sommes pas là pour défendre les collectivités territoriales, alors qui le fera? Vraiment, je suis particulièrement choquée. Merci. Pour le 1075, M. Barros, j'imagine. Un amendement que vous avez co-signé. Ah, M. Savoldelli. Excusez-moi, avec le président Rénal, nous avions une petite conversation. On est sur la DGF. Bon, je vais aller à l'essentiel, donc je vais tenir ma minute, Monsieur le Président. Nous demandons d'indexer intégralement la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation pour l'année 2026. Et pourquoi, Madame la Ministre? Parce que l'argent que l'État promet aux collectivités, ça ne se dévalue pas. C'est un autre contrat qu'il y a entre la République, entre l'État et les collectivités. Et que chaque euro reste pleinement utilisable pour le service auquel il est prévu. Et nous appelons donc, je vous le dis tout de suite, le gouvernement à lever le gage sur une DGF qui tient compte de l'inflation pour l'ensemble des collectivités et de ne pas en rester à maintenir à l'enveloppe nominale. Voilà, les choses sont claires, simples. Après, il y a un choix politique à faire. Service public, démocratie locale et collectivité territoriale. Et pas de dévaluation comme si on était un institut monétaire. Merci pour votre capacité de synthèse. Allez, le 1393, M. Kozik, à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe socialiste souhaite également présenter un amendement d'indexation de la DGF sur l'inflation pour 2026. Et c'est vrai que
On voit qu'aujourd'hui, l'inflation est redevenue une nouvelle réalité dans notre pays, comme dans le monde, qui affecte à la fois les budgets de nos collectivités, mais aussi de nos citoyens, dans des proportions que personne n'aurait pu imaginer, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. D'ailleurs, chacun peut mesurer aujourd'hui mesurer l'impact du désintérêt porté aux collectivités territoriales. La centralisation croissante, galopante, j'ai envie de dire, du gouvernement a entraîné la confiscation délibérée de leur pouvoir de taux et donc des moyens indispensables pour répondre aux besoins vitaux de nos habitants. Pire encore, pendant que l'État restreint les ressources, il pousse les collectivités à devenir le guichet de dernier recours des services publics jusqu'à les rendre dépendantes de financement étatique. C'est pourquoi il nous semble extrêmement important de réindexer la DGF sur l'inflation. Alors, pour le 716, Madame Briquet. Merci, Monsieur le Président. L'article 72 augmente la DSU de 140 millions et la DSR de 150 millions. C'est une bonne nouvelle, mais sans financement associé. Cette hausse se fait donc par prélèvement sur la dotation forfaitaire, y compris pour les communes qui n'en ont plus. Elles sont désormais plusieurs centaines. Résultat, ce sont les communes encore dotées, souvent moins riches, qui financeraient la péréquation à la place de celles qui ne contribuent plus. C'est exactement l'inverse de l'objectif recherché, un système de péréquation qui devient anti-péréquateur. Notre amendement propose donc une solution simple et cohérente, ajuster l'enveloppe de DGF à du concurrence des hausses de DSU et de DSR. Je vous remercie. Merci. Monsieur Piffer, pour le 1089 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je présente l'amendement de Madame Antoine. Donc, ce présent amendement vise à majorer l'enveloppe de la DGF de 290 millions d'euros afin de compenser la hausse de la DSR, 150 millions, et de la DSU, 140 millions. Le PLF pour 2026 prévoit en effet une augmentation des dotations de péréquation communale à un niveau similaire à celui de la loi de finances 2025, mais sans financement associé. Ce faisant, il conduit à ce que l'augmentation de la DSR et de la DSU soit effectuée par prélèvement sur la dotation forfaitaire. Or, en 2025, il s'avère que plusieurs centaines de communes ont désormais une dotation forfaitaire égale à 0. Ainsi, le présent amendement, afin d'éviter que le financement de la péréquation soit paradoxalement anti-péréquateur, il propose d'ajuster l'enveloppe de DGF à due concurrence de l'augmentation de la DSR et de la DSU. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le 29 par Madame Senet. Presque un amendement de repli. Il vise à rétablir un minimum de justice sur la DGF, d'une part en l'indexant sur l'inflation, comme le Sénat l'a toujours défendu, et d'autre part en supprimant, et ça a été dit, les minorations issues des variables d'ajustement qui réduisent discrètement finalement les attributions aux collectivités. Après un week-end où la majorité sénatoriale a supprimé près de 7 milliards, je le rappelle, de recettes, il faudra quand même assumer de dire que, faute de ressources, l'État n'a pas les moyens de donner une juste part au territoire. Et nous tenons ici, avec le groupe écologiste, à tenir la ligne historique du Sénat sur ce sujet, avec une DGF stable en euros constants. Madame Noël va soutenir le 346 rectifié. Il est défendu. Le suivant n'est pas soutenu. Le 2169, par qui? Défendu. Il y a M. Laménie. Alors, je ne sais pas s'il l'avait co-signé. Non, il ne l'avait pas co-signé. Le 2169, par le groupe communiste, M. Barros, M. Savoldelli, quelqu'un souhaite-t-il? En une minute, allez-y. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Avec cet amendement de repli, nous défendons une mesure simple, revaloriser la dotation globale de fonctionnement du bloc communal à hauteur de l'inflation prévisionnelle pour 2026, soit 1,3%. Cette mesure est simple, enfin, en tout cas, ne nous semble pas très compliquée. Elle représente tout de même 248 millions d'euros supplémentaires pour les communes et les intercommunalités par rapport à 2025. Et je rajouterais
quand même que dans un contexte où on a quand même du mal à comprendre comment est calculé tous les ans la DGF, et à chaque fois, il faut aller chercher les informations un peu partout. Et c'est vrai que c'est toujours, c'est rarement une bonne surprise en fait au fond, c'est toujours une très mauvaise. Et dans la construction budgétaire, les mauvaises surprises, c'est jamais bon signe pour la suite et pour les projets et le financement des services publics. Merci. Merci. Le 2355. Monsieur Redon-Sarrazy, non? Oui. Monsieur Redon-Sarrazy, non? Défendu, très bien. Ensuite, le 1889. Madame Senet ou monsieur Gris? Oui, merci Monsieur le Président. Alors cet amendement vise à majorer de 120 millions la DGF afin de compenser les charges nouvelles que les communes devront assumer avec l'entrée en vigueur d'ici la fin de l'année de la proposition de loi sur le statut de l'élu local. Cette PPL, nous l'avons votée tous ensemble pour améliorer la vie des élus locaux qui, je le rappelle, nous élisent. Et nous en partageons pleinement l'objectif, mieux reconnaître le temps, l'engagement et les responsabilités des élus municipaux. Mais il faut aussi regarder la réalité en face. Ces avancées que nous avons globalement tous défendues, c'est un coût très substantiel de plus de 115 millions pour les seules indemnités des maires, des adjoints, sans compter les frais de garde, de formation ou encore les déplacements désormais obligatoires pris en charge. Or, aucune compensation pérenne n'a été prévue. Autrement dit, on offre de nouveaux droits financés par les collectivités elles-mêmes. En clair, nous faisons des cadeaux aux collectivités avec leur propre argent si nous ne votons pas cet amendement. Merci pour votre concision. Le 531 rectifié bis, Monsieur Starel, Monsieur Darnaud, ou Madame Lavarde, allez-y. Oui, merci. Alors finalement, par cet amendement, c'est comment faire compliqué quand on peut faire simple. C'est-à-dire que là, le gouvernement revient sur un dispositif qui n'a jamais été remis en cause par les régions, à savoir la compensation d'une partie de leurs charges par un transfert de TVA, et vient créer une DGF régionale. Je pense qu'on a un certain nombre ici à avoir des remarques à faire sur la DGF qui, de dotation globale de fonctionnement, a perdu depuis un certain nombre d'années le vrai sens du mot global, puisque d'ailleurs certaines communes n'en touchent absolument plus alors qu'elles continuent à affecter et à réaliser des missions pour le compte de l'État. Donc par cet amendement, le président Darnaud souhaite rester au statu quo et ne pas revenir sur ce qui fonctionne. Merci. Monsieur Kozik pour le 717. Oui, merci, Monsieur le Président. Le collègue Lavarde vient d'en faire état, donc c'est un amendement identique. C'est vrai que le remplacement de la DGF des régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un cadeau consenti à ces dernières, mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l'accompagnement des PME et des ETI de leur territoire. La recette de TVA, qui représente 53% des recettes réelles de fonctionnement des régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d'une baisse structurelle de leurs recettes carbonées, que ce soit par la TICPE et les cartes grises. Le retour à une DGF à la place d'une fraction de la TVA aurait pour conséquence de réduire à 35% la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des régions. Et donc, afin d'aggraver la situation financière des régions et de respecter la parole de l'État, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Le 1024 rectifié terre, Madame Paoli-Gagin, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de notre collègue Marie-Claude Lermytte. Il a été présenté par la plupart de mes collègues. J'ajouterais juste qu'il faut avoir en tête le fait que sur les 5 premiers mois de l'année 2025, les dépenses d'investissement de nos régions sont en fort recul de près de 15%. Et cette baisse, en fait, elle s'explique par la dégradation de leur situation financière au cours des 2 dernières années, à laquelle s'ajoute leur contribution au redressement des finances publiques. Donc pour éviter d'aggraver encore cette situation, pour respecter les engagements pris par l'État, cet amendement propose de renoncer au retour à une DGF régionale et de maintenir la fraction de TVA allouée aux régions. Je vous remercie. Merci. Pour le 1994 de rectifier septies, Monsieur Qualifié, non? Défendu. Le 1640, Monsieur Usna, non. Monsieur ou Madame Briquet. Allez-y. Merci. On vient de le dire, la situation des régions se dégrade. La Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné. Donc cet amendement essaye d'éviter d'aggraver la situation financière des régions et la chute de leurs investissements
comme ça vient d'être rappelé, avec cet amendement, et on figerait le montant de la DCRTP et de la DTCE sur celui qui leur a été versé en 2025. Merci. Parfait. Le 1029 rectifié, toujours Madame Paoli-Gagin. Ou Monsieur Laménie, ou Monsieur... Ah, c'est Monsieur Laménie, d'accord. C'est dans le même esprit. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, à l'initiative de notre collègue Madame Lermite, bon, ça a été rappelé dans les prises de parole précédentes, donc il est défendu. Si le 719 rectifié, Monsieur Kozik. Merci, Monsieur le Président. On est sur un sujet extrêmement important qui est la suppression de la compensation de la taxe sur les spectacles pour les communes. Et donc, la proposition de cet amendement est de revenir sur le désengagement de l'État et de maintenir les compensations relatives donc à la taxe sur les spectacles et aux droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce. C'est un amendement de coordination avec notre amendement de l'article 34. Et par un souci de neutralité, la répartition entre échelons de collectivités est effectuée proportionnellement à la clé retenue dans le projet de loi de finances, laquelle ne se trouve pas modifiée. Je vous remercie. Merci. Le 718, Madame Riquet. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à ramener le montant des variables d'ajustement à leur niveau de 2025 afin d'éviter que leur hausse ne vienne neutraliser l'effort consenti à la DSEC. Parce que si nous soutenons cette avancée concernant la DSEC, cet amendement se traduit mécaniquement par une hausse des variables d'ajustement, alors nous donnons d'une main ce que nous retirons de l'autre. Voilà l'objet de cet amendement. Merci. Le 2737 par Monsieur le rapporteur général au nom de la Commission des finances. C'est l'amendement qui est proposé et qui porte donc sur la baisse de la DCRTP qui est prévue au projet de loi de finances pour 2026 à hauteur de 180 millions d'euros. Et la proposition qui est faite là, c'est de réduire la part, demandée aux régions, compensée par la DCRTP, mais plafonnée à 2% maximum, la baisse de CRTP par collectivité, de telle manière que ça n'est pas, comme on l'a vu, si on ne le plafonne pas, ça pourrait avoir des conséquences sur certaines collectivités, ce qui veut dire par rapport au projet, à ce qui est inscrit dans le projet de loi de finances initial, ça veut dire que ça fait contribuer un nombre plus élevé de collectivités dans un mécanisme à la fois de péréquation et de solidarité. Merci, Monsieur le rapporteur général. Le 2177, Monsieur Savoldelli. Oui, je vais faire les deux amendements, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord. Ah oui, oui. Donc, ce que nous proposons dans ces deux amendements, c'est d'éviter la ponction sur la dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ce qu'on appelle la DCRTP, qui est versée aux communes et leurs groupements. Chaque ponction de cette dotation technique se traduit par moins de moyens pour les communes, mais aussi pour les EPCI. Je le dis en une formule courte, mais cette dotation n'est pas un bonus pour les collectivités territoriales. Et si l'État estime nécessaire de réorganiser ses recettes, je pense qu'il ne doit pas le faire payer les communes et leurs groupements. Le recalibrage qui est proposé par cet amendement à hauteur de 269 millions d'euros, soit un niveau qui est quand même largement supérieur à celui de la loi de finances 2024, loi de finances 2023 ou encore 2022. On est face à une nouvelle ponction, un rabotage de cette dotation et de la dotation de garantie des reversements. C'est 764 millions d'euros en moins pour les collectivités, les communes et leurs regroupements. Alors que la baisse précédente de l'année de l'autre loi de finances précédente, on avait déjà perdu 259 millions. Donc ce n'est pas un ajustement, c'est un assèchement, c'est le sens de réparation de ces deux amendements. Merci, vous en souteniez deux. Donc le 715 maintenant, Madame Riquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, dans la droite ligne de ce que vient d'exposer
notre collègue Pascal Savoldelli, cet article prévoit une nouvelle ponction massive quand même de la DCRTP, puisque ce sont moins 258 millions pour les communes et les intercommunalités, soit moins 28% en moyenne, après déjà 18% en moins l'an passé. Et ici, nous parlons quand même d'une ressource créée en 2011 pour compenser la suppression de la taxe professionnelle et qui ne bénéficie aujourd'hui plus qu'à un nombre restreint de collectivités, souvent industrielles et souvent aussi déjà fragilisées. Donc je crois qu'il serait sain de revenir sur cette ponction. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Le 1093 rectifié, je ne sais pas si Mme Billon ou M. Fargeau, M. Delcros. Il est défendu? Pardon, je n'avais pas entendu. Merci. Le 2658, un amendement, et ensuite il y aura un sous-amendement 2793 qui est présenté par le gouvernement, Madame la Ministre. Le gouvernement propose de supprimer le plafonnement des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 2% des recettes réelles de fonctionnement. Donc c'est un coût de 286 millions d'euros pour notre budget. C'est une correction pour accompagner une révision de notre propre proposition initiale et qui va dans le sens, je crois, de ce que j'entends sur ces bancs, à savoir que nous révisions le paquet proposé. J'y reviendrai dans mes interventions. On a proposé une hausse de 2,4 milliards des dépenses de fonctionnement et une hausse de 4,2 milliards des recettes de fonctionnement aux collectivités. Je parle bien de hausse. Les milliards dont on parle sont par rapport à un tendanciel. Les baisses dont on parle, les 5 milliards, les 7 milliards. Et donc, par cet amendement, on continue d'accompagner cette hausse à la hausse. Et c'est ce que donc, nous proposons. Merci. Cet amendement est sous-amendé par le 2793 de M. Delcros. Merci, Monsieur le Président. L'amendement qui est proposé par le gouvernement tente de mettre en cohérence le PLF avec les dispositions que nous avons votées à l'unanimité sur le statut de l'élu local et se prolongera par un amendement à l'article 35. Donc, le problème, c'est que le montant qui est proposé par le gouvernement à hauteur de 23 millions d'euros ne répond que partiellement aux dispositions que nous avons adoptées dans la proposition de loi votée à l'unanimité sur le statut de l'élu, qui a été votée, encore une fois, je le dis, à l'unanimité. Pour financer ces mesures et les engagements que nous avons pris, nous avons un besoin de 59,4 millions d'euros et non 23. C'est ce que prévoit cet amendement qui a été... D'ailleurs, nous avons eu des échanges avec les rapporteurs du texte sur le statut de l'élu et nous proposerons à l'article 35 un amendement pour concrétiser cette mesure. Merci, cher collègue. Monsieur le Président, maintenant, le 1706 rectifié, Monsieur Belin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, quelques secondes pour reparler de ce fonds de substitution qui est essentiel pour les collectivités locales. Moi, j'ai connu l'époque où il venait abonder directement les conseils généraux. Le président Monory, dans le département dont je suis encore l'élu, avait fait en sorte qu'il soit reversé aux communes. C'est donc une recette de fonctionnement pour les communes. Il aurait été évidemment préférable qu'il soit maintenu. Je comprends bien l'effort nécessaire dans la construction du budget 2026. Mais en tout cas, il faut donner une pérennité à ce fonds qu'on appelle le fonds Civaux, notamment dans la Vienne. Mais il y a 30 départements qui en bénéficient en France. Je pense à ceux qui ont bénéficié de la taxe professionnelle, notamment des centrales nucléaires. Donc, importance de ce fonds, c'est une recette de fonctionnement pour les communes et elles en ont grandement besoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Belin. Ensuite, nous avons 10 amendements identiques. Le 169 rectifié bis, Monsieur Daubé. Merci, Monsieur le Président. Merci. Madame la Ministre, on a un sujet avec la baisse brutale des recettes des collectivités où l'industrie est implantée. Et donc cet amendement propose de supprimer la minoration de 25% que le gouvernement souhaite appliquer à la compensation fiscale versée depuis 2021 au titre de l'abattement de 50% des valeurs locatives industrielles. Je veux rappeler que la mesure qui est prévue dans le PLF présente des contradictions flagrantes avec les objectifs de réindustrialisation, d'autonomie stratégique et d'équilibre territorial. Et en fait, elle pénalise les territoires, les EPCI, qui investissent massivement pour soutenir l'activité industrielle. Merci. Le 355 rectifié de terre,
Monsieur Marguerite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cet amendement, comme vient de le dire le collègue, vous propose, Madame la Ministre, de vous aider à tenir la parole de l'État, qui a été une parole extrêmement claire en 2021, avec la baisse des valeurs locatives sur les établissements industriels. C'était un engagement extrêmement clair sur lequel les collectivités concernées se sont fondées pour procéder à des investissements massifs. On le sait, lorsque l'on porte des grands équipements industriels sur nos territoires, nous devons investir massivement sur la santé publique, les services publics, les mobilités. Nous devons le faire également en matière d'attractivité. Et la parole de l'État, Madame la Ministre, consistait à dire qu'il y aurait une compensation intégrale et une compensation qui prendrait en compte la dynamique. Donc cet amendement vise à supprimer toute baisse en la matière. Moi, je veux saluer le travail du rapporteur général qui permet de proposer un chemin qui est un chemin plus modéré que ce que vous proposez, mais je pense que nous pouvons aller plus loin en votant aujourd'hui la suppression de ce mécanisme, de le faire également au nom de deux principes, celui de la confiance pour les collectivités territoriales. Il faut rétablir la confiance et puis également au-delà de la confiance d'envoyer un message d'avenir pour les territoires industriels concernés. Merci beaucoup. Madame Billon. Oui, merci Monsieur le Président. Il vient d'être défendu, vous l'aurez compris, cet amendement. Je reviens juste quelques mots. La réforme des impôts de production engagée en 2021, elle reposait sur un engagement de l'État et un principe clair de compensation. Aujourd'hui, cet article 31 vise à revenir sur cet engagement et sur cette compensation à hauteur de 789 millions d'euros. Pour le territoire du Bocage, un territoire en Vendée profondément industriel, eh bien, cela représente 1,8 million. Donc, avec cette décision, on pénalise finalement les territoires d'industrie, les territoires performants. Et ce, dans un contexte où l'État nous dit, où le gouvernement nous dit qu'on va réarmer finalement notre souveraineté productive, qu'on va réarmer l'industrie. Donc forcément, je vous souhaite que ces amendements soient votés afin de rétablir à sa juste hauteur les engagements qui avaient été pris. Merci. Merci. Le 714, Madame Ric. Ah non. Allez-y, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, quel que soit l'endroit où nous siégeons dans notre hémicycle, il y a bien deux fondamentaux sur lesquels nous pouvons nous accorder de façon consensuelle mais aussi volontariste. D'un côté, la nécessaire réindustrialisation de notre pays, de l'autre, le respect des engagements pris devant les collectivités locales. C'est ça dont il est question. Nous avons vu à travers les interventions précédentes les impacts considérables que cela représente pour les collectivités locales concernées, qui supportent des investissements majeurs pour contribuer à l'effort de réindustrialisation de notre pays. Et si une telle disposition devait demeurer telle qu'elle est aujourd'hui inscrite dans le PLF, elle viendrait dégrader la relation de confiance entre l'État et les collectivités locales et mettre à mal tout un écosystème territorial qui permet de tirer l'ensemble de l'économie et pas seulement la production industrielle vers le haut. C'est la raison pour laquelle j'espère que nous arriverons à trouver une issue favorable sur ce débat. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fagnin. Ensuite, le 1088 rectifié bis. Allez-y, chers collègues. Ah non. Non, vous n'êtes pas co-signataire de celui-ci. Il n'est pas soutenu, donc. Je suis désolé. Ah, c'est ensuite le prochain. Voilà, le 1288 rectifié terre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, oui, cet amendement a été défendu, mais je tenais quand même à rétablir ce qui n'a pas été mis en œuvre par le gouvernement, c'est-à-dire une neutralité financière que l'État avait lui-même garantie en 2021, à savoir la compensation intégrale et durable pour les collectivités. Et l'article 31 revient dessus en retirant 25% de cette compensation. Alors oui, l'État doit faire des économies, mais fragiliser les territoires industriels, c'est affaiblir les seuls qui rendent possible la compétitivité que nous voulons renforcer. Alors nous demandons simplement le respect de la parole donnée de l'État aux collectivités et la cohérence de la politique industrielle française. Merci, chers collègues. Maintenant, le 2090... Ah non, le 1890, Madame Sonnet, excusez-moi. J'étais déjà passé à celui d'après. Je vous en prie, on voit qu'il y a consensus et je prends la parole simplement pour dire que nous aussi, nous allons soutenir cet amendement. Autrefois, il fallait à peu près 10 ou 15 ans
avant que l'État se dédise de sa parole. Aujourd'hui, 2 ans suffit pour que finalement on rende les décisions qui sont prises volatiles. Et en fait, nous demandons ici simplement le respect intégral de la loi de 2021 et de la parole donnée. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le 2097, M. Barros. Merci, Monsieur le Président. Bon, on est bien dans la Chambre des territoires ici et ça fait du bien. Les alinéas que nous proposons de supprimer introduisent une réduction de 25% de la compensation versée aux collectivités pour l'abattement de 50% sur les locaux industriels, 25%, 50%. Enfin, je parlais de la complexité de tout ça, on est en plein dedans. Cette réduction représente près de 800 millions d'euros en moins pour les territoires qui accueillent au quotidien les activités industrielles dont dépendent une large partie de notre économie. Ces territoires, ce sont des communes qui supportent un trafic routier important, des infrastructures lourdes, des contraintes environnementales et qui doivent investir pour rendre possible la présence de développement de ces industries. Je vous remercie. Merci. Le 2258 rectifié bis, Madame Canaillet. Très rapidement, parce qu'il a été déjà défendu à de multiples reprises, et dire que c'est aussi pour éviter que ces territoires qui s'engagent dans une politique industrielle volontaire ne subissent pas une double peine, c'est-à-dire payer les conséquences de cette industrialisation, notamment en ce qui concerne les risques technologiques, et perdre les recettes afférentes. Je vous remercie. Merci. Le 2342 rectifié de terme, Monsieur Laménie. Alors, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, cet amendement, c'est d'un commun accord aussi avec Intercommunalité de France, parce que dans l'article 31, ça a été largement rappelé, prévoit une réduction de 25% de la compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises. Alors cette mesure viendrait brutalement priver les collectivités de la totalité de la croissance des bases observée depuis 2021. Donc cet amendement propose donc de supprimer la baisse de la compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels. Tel est l'objet de cet amendement. Merci. Ensuite, 2 amendements identiques. Le 20 rectifié présenté par monsieur, et un sous-amendement ensuite. Monsieur Husson, bien sûr, le rapporteur général. Monsieur le rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Oui, donc, parce que je pense que dans le débat qui nous anime en ce moment sur la construction d'un nouvel équilibre de l'effort demandé aux collectivités locales, 4 niveaux, communes, départements, régions, intercommunalités. Donc, par la réorganisation de l'effort qu'on fait passer de plus de 4 milliards à 2, il a fallu, ce qui est logique, discuter, négocier une ligne et un point de passage et un point de convergence. Le point de convergence, il passe par un équilibre général et une répartition. Vous en connaissez la philosophie. Vous savez que par rapport à la copie initiale, le premier objectif, c'est d'abord une réduction d'un tiers de l'impact sur le PSR, valeur locative des établissements industriels. Et à travers cet amendement, on vient proposer une solution qui plafonne cet effort pour les collectivités, qui sont essentiellement les intercommunalités, en plafonnant l'effort par collectivité dans l'année, au regard des résultats du compte de gestion, à 2% maximum des recettes réelles de fonctionnement. C'est pour éviter une explosion des territoires les plus industriels. Alors, d'un côté, on dit qu'il faut réindustrialiser, et d'un autre côté, on viendrait faucher les efforts faits par le passé. Et donc, quand on regarde, je crois l'avoir dit déjà précédemment, mais pas tout de suite, mais quand on regarde bien ce que ça fait, moi je l'ai regardé parce que, comme vous, évidemment, on est alerté de partout. Quand vous faites cette simulation, évidemment, l'effort est très fortement réduit. Alors, pour les territoires urbains ou les grandes agglos les plus industriels, oui, ça reste significatif, mais je le dis, c'est le fruit d'un point de convergence et de compromis recherché entre tous les acteurs. C'est le dernier arbitrage d'ailleurs qu'on a rendu avec les régions et dans un dialogue avec les intercommunalités, qui est un dialogue, enfin en tous les cas, dont chacun a bien conçu la perception, la portée de l'effort,
comme on ne peut pas faire zéro, parce que chacun, y compris les collectivités, doit faire une part de contribution à l'effort de redressement des comptes publics, c'est le point d'équilibre, je dirais, que je nous propose de valider collectivement. Monsieur Laménie, pour le 2341 rectifié terre. Alors, le 2341 rectifié terre, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, dans le contexte, le rapporteur général l'a rappelé, cet amendement crée un plafond des variations induites par ce nouveau dispositif à hauteur de 2% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités concernées, considérant que ces mesures portent sur les collectivités territoriales et surtout ne doivent pas les mettre en difficulté. Pour ça qu'il est important de prendre en compte cet amendement. Je vous remercie. Merci. Alors le sous-amendement 2783, présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Je dois présenter mes excuses à la représentation nationale parce que je vous ai présenté tout à l'heure ni l'amendement qui était le bon, ni d'ailleurs ce qu'il y avait dans l'amendement. Voilà, donc j'ai dit des bêtises, donc je vous prie de m'en excuser. Et si vous acceptez, Monsieur le Président, je vais donc représenter... C'est tout à votre honneur, Madame la ministre. L'amendement précédent et celui-là. L'amendement précédent consistait, comme d'ailleurs je remercie Monsieur Delcros de me l'avoir fait remarquer, effectivement de trouver les moyens de financer ce que vous avez voté dans le cadre du statut de l'élu, et que ces 23 millions d'euros permettent effectivement à la fois d'augmenter ce qui doit être augmenté pour les communes de plus de 1000 habitants et évidemment de financer ce qui doit être financé pour les communes de moins de 1000 habitants. Vous pensez que ces 23 millions d'euros ne sont pas suffisants. Nous avons calculé, et je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président, à la délégation aux collectivités territoriales pour vous expliquer comment nous on arrive à ce chiffre. Mais c'est bien ce que je présentais et pas autre chose. Donc peut-être pour le compte-rendu, on pourra clarifier que j'aurais dû présenter ce que je viens de dire au moment où j'ai pris la parole pour dire autre chose qui n'avait, je le dis, aucun sens. Ensuite, sur le sous-amendement à ce que le rapporteur général vient de présenter, de quoi s'agit-il ? D'abord, je dois dire que je veux remercier très sincèrement le rapporteur général et vous tous de chercher une voie d'équilibre et de compromis. C'est l'esprit du moment, mais sur les collectivités, je pense qu'il est vraiment utile que le Sénat s'en saisisse. Nous avons, comme je vous l'ai dit, mis dans la copie initiale du projet de loi de finances une augmentation de 2,4 milliards des dépenses de fonctionnement pour les collectivités et 4,2 milliards pour leurs recettes de fonctionnement. Je comprends que cette hausse, qui correspond en fait à ce qu'on appelle un zéro volume, c'est-à-dire de dire les collectivités auront pour fonctionner le même argent qu'en 2025 plus l'inflation, est considérée comme trop restrictif par vous tous et que donc vous voulez aller plus loin. Ce que propose le rapporteur général sur ce prélèvement sur recettes et la compensation pour en gros les villes les plus industrielles me semble être une idée intéressante. Nous, gouvernement, et j'en viens donc à ce plafonnement des 2% des recettes réelles de fonctionnement, avions initialement dans l'idée de mettre ce plafond non pas sur chaque mesure, mais sur l'ensemble des efforts demandés à une collectivité. Je m'explique. Il y a plusieurs mesures en batterie. Plutôt que de plafonner chacune, on avait l'idée qu'on mettait un plafond sur l'ensemble de l'effort demandé en 2026. Et donc, on proposait plutôt de supprimer le plafonnement à 2% que propose le rapporteur général là, et d'avoir une mesure un peu chapeau plus tard. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez l'organiser, mais je remercie le rapporteur général parce que ce qu'il propose me semble être dans le paquet global, il y a plusieurs amendements du rapporteur général, une voie qui peut nous permettre d'avancer en cherchant, comme il l'a dit, à ce que les collectivités contribuent à l'effort de redressement des finances publiques de manière supportable. Donc moi je vais continuer à défendre évidemment la copie du gouvernement parce que nous y croyons, mais je vais aussi chercher à accompagner ce que vous faites parce que je crois que c'est utile à la fin à ce que la nation puisse trouver un budget qui permette à chacun de fonctionner. Voilà pour les deux amendements que je voulais présenter et j'espère que maintenant c'est plus clair, plus carré et surtout plus fidèle à ce qui est écrit dans les textes. Merci Madame la Ministre. Maintenant le 2165 présenté par les membres du groupe communiste. C'est ce que j'ai moi. Défendu. Et le 2027 rectifié terre. Qui c'est qui le soutient? Monsieur Montaugé. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Donc le PLF prévoit une baisse de 25% de la compensation versée aux collectivités au titre de l'abattement existant de 50% de la valeur locative des établissements industriels.
Donc cette mesure va clairement toucher des territoires ruraux, en particulier productifs, qui sont engagés dans la réindustrialisation du pays, notamment via des dispositifs comme territoire d'industrie, et des territoires donc qui subissent déjà la suppression de la CVAE, la révision des valeurs locatives industrielles et la hausse de leur coût d'investissement. Donc cet amendement propose clairement en conséquence de réduire la baisse de moitié, soit 12,5%. Merci, chers collègues. Donc, je vais demander l'avis de la commission au rapporteur général sur l'ensemble de ces amendements. Je rappelle qu'il y en a 42 plus 2 sous-amendements. Enfin, il y en a certaines de la commission d'ailleurs des finances. Voilà, comme c'est un sujet où il faut éviter de se prendre les pieds dans le tapis, je vais donc, on va revoir là les 3 sujets. Il y a un sujet sur le montant de la DGF, il y a un sujet sur les minorations des variables d'ajustement et il y a un sujet sur le prélèvement sur recettes des valeurs locatives et des établissements industriels. Pour la clarté de nos débats, comme il y a une espèce de jeu de domino et tous les amendements peuvent se faire tomber, je vous indique qu'en application de l'article 44 du règlement, la commission demande une priorité sur le vote sur les amendements identiques. Il y en a 4, le 531, le 717, le 1024 et le 1994, qui proposent de rendre aux régions leur fraction de TVA. Premier point, ainsi que les 2 amendements de la commission, le 2737 et le 20, qui touchent, eux, la DCRTP des régions, qui baisse, et la moindre baisse du PSR, des valeurs locatives des établissements industriels. S'agissant du montant de la DGF, là, il y a 2 sujets. D'abord, un certain nombre d'amendements qui visent, sous une forme ou sous une autre, à revaloriser la DGF pour tenir compte de l'inflation. L'avis est défavorable, comme souvent vous le savez, au fil du temps, puisque la DGF est effectivement, et certains l'ont dit, une dotation globalement inintelligible dont la répartition est injuste. Et je veux signaler à cet instant que nos collègues Isabelle Briquet et Stéphane Sautarel travaillent à un rapport de la Commission des finances sur ce sujet. Je pense enfin que ça n'est pas le bon vecteur pour respecter l'engagement du Sénat d'un effort collectif du bloc des collectivités à hauteur de 2 milliards. Le second sujet est celui de la DGF des régions, que le PLF 2026 souhaite restaurer en retirant la fraction de TVA accordée en compensation depuis 2018. Or, cette mesure, c'était en tous les cas l'intention réelle et proclamée par l'exécutif d'alors, d'allouer aux régions une recette dynamique. La rebudgétisation qui est proposée au PLF 26 constitue un retour sur la parole donnée. L'avis est donc favorable sur les amendements pour conserver la dynamique de TVA. S'agissant des minorations de variables d'ajustement, l'avis est défavorable sur les amendements d'annulation de minoration de variables d'ajustement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'elles sont coûteuses et incompatibles avec l'amendement de la Commission. L'avis est aussi défavorable sur l'amendement du gouvernement qui vise à accroître la minoration des variables d'ajustement de 23 millions d'euros pour gager la hausse de la DPEL consécutive à la PPL statut de l'élu local. Cette minoration vide de son sens la reconnaissance du travail des élus que cette PPL doit apporter en reprenant d'une main ce qu'elle a tendu de l'autre. S'agissant du PSR visant à compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels, là on a un certain nombre d'amendements qui demandent la suppression pure et simple de cette réduction, pointant les limites de la mesure proposée par le gouvernement qui touche, et je l'ai évoqué dans la défense de l'amendement tout à l'heure de la Commission, particulièrement certains territoires industriels.
il ne me paraît pas possible, dans l'équilibre que nous avons construit, de donner droit à cette demande qui, à ce moment-là, remettrait totalement en cause la contribution des collectivités au redressement des finances publiques. En outre, ce prélèvement est très dynamique puisqu'il est passé de 3,3 milliards en 2021 à 4,3 milliards en 2025 et sans cette mesure, il atteindrait 4,7 milliards en 2026. Il appartient donc d'ajuster cette mesure plutôt que de la supprimer. L'avis est donc, vous l'avez compris, défavorable sur ces amendements, mais au profit de l'amendement de diminution de 1,2 milliard à 800 millions d'euros et du plafonnement qui me semble très protecteur, qui est proposé par l'amendement de la Commission des finances. Enfin, je donnerai à titre personnel un amendement de sagesse sur le sous-amendement 2793 déposé par le sénateur Delcros, ainsi que sur l'amendement 2658 du gouvernement qui propose de financer la mesure de la hausse de la dotation élu local à la suite de la proposition de loi statut de l'élu local dont nous reparlerons à l'article 35, mais que j'ai évoqué à l'instant. Pour résumer les avis sont donc favorables pour les amendements suivants sur la débudgétisation de la DGF des régions, le 531, le 717, le 1024 et le 1994. Un avis favorable également sur l'amendement identique d'ailleurs au 2341. L'avis est donc défavorable pour tous les autres amendements. Est-ce que c'est clair pour la séance ? Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais ça va le devenir au fur et à mesure des discussions. Alors, je suis saisi d'une demande de priorité de la Commission sur les amendements numéro 531 rectifié bis, 717, 1024 rectifié terre et 1994, mais aussi numéro 2737, plus le numéro 20 rectifié septies, afin qu'il soit mis aux voix avant le vote sur l'amendement numéro 1484. Selon l'article 44, alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement sur cette demande de priorité ? Madame la ministre. Monsieur le Président, je suis toujours favorable à ce que propose le rapporteur général en termes d'organisation des débats. Et donc, je suis évidemment favorable à ce que le vote s'organise comme il l'a proposé. Peut-être sur le fond, du coup, maintenant. Est ordonnée. Et maintenant, vous allez vous exprimer sur les amendements qui... Tous. Toujours tous. Alors, ça tombe bien parce que les enfin, amendements sur chacun d'entre eux. Les amendements appelés en priorité par le rapporteur général qui portent sur la renonciation à la rebudgétisation de la TVA des régions recueillent également de ma part un avis favorable. Et je signale qu'entre ce que nous avons fait à l'Assemblée et ce que nous faisons maintenant, du coup, avec vous, je pense, si vous l'acceptez, au Sénat est différent. Le rapporteur général en a parlé. Nous imaginions appliquer aux régions les mêmes règles d'écrêtement de TVA que les autres collectivités, c'est ce qui avait été d'ailleurs proposé à l'Assemblée. Et en donnant un avis favorable aux amendements que le rapporteur général a appelés en priorité, en fait, le gouvernement renonce à appliquer les mêmes règles d'écrêtement de TVA aux régions qu'aux autres collectivités. Ce qui veut dire que les régions garderont la dynamique de TVA telle qu'elle l'avait jusqu'à maintenant. Donc j'indique parce que c'est quand même c'est un mouvement quand même important dans l'avis favorable que je donne aux amendements proposés par messieurs Darnaud, madame Aeschlimann, monsieur Kozik et madame Lermytte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand le gouvernement dépose un amendement lui-même, il y est favorable, ce qui veut dire que sur la partie des CRTP et autres, je suis défavorable du coup à tous les autres que à celui que j'ai pu déposer au nom du gouvernement. Et pour ce qui est de la proposition du rapporteur général sur donc un nouvel équilibre sur le PSR dit VLEI, en bon acronyme français, je vous indique que je donne un avis de sagesse à l'amendement du rapporteur général,
bien sûr avec la préférence que vous votiez l'amendement du sous-amendement du gouvernement attaché à cet amendement. Mais dans tous les cas, je m'en remets à votre sagesse. Et sinon défavorable à tous. Voilà. Donc, Monsieur Grégory Blanc souhaitait s'exprimer? Allez-y donc. Alors, pour ce faire, là, comme c'est un sujet qui évidemment concerne le Sénat, nous allons bien sûr aller au-delà de la minute. Voilà. Oui, jusqu'à 2 minutes maximum. Merci Monsieur le Président, parce que là effectivement on mélange les carottes avec les torchons, les choux avec les serviettes et sans doute les poireaux avec les nappes cirées. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on ait un peu de temps pour discuter de cela. Moi, j'ai entendu le rapporteur général qui propose de faire passer en priorité des amendements de la Commission qui ne vont pas nous permettre s'ils sont adoptés, de valider les propositions que nous trouvons excellentes et pour lesquelles on avait demandé un scrutin public, notamment de nos collègues de l'Union centriste ou des Républicains, qui demandent soit l'indexation de la DGF, soit effectivement le maintien des compensations. Je veux saluer leur courage parce que si la priorité est accordée et que ces amendements sont votés, ça veut donc dire que la droite sénatoriale, de manière très claire, décide de couper dans les budgets des collectivités. Je le dis, nous y sommes opposés de manière fondamentale, de manière totale. Nous sommes en 2026. En 2026, nous savons qu'il y a plusieurs élections. Il y a bien évidemment les sénatoriales, mais ce n'est pas le sujet ici. Il y a évidemment les municipales. On a des équipes aujourd'hui qui sont en train de construire leurs projets. Nous savons qu'elles sont face à un mur d'investissement sur les infrastructures, un mur d'investissement pour protéger nos territoires face au dérèglement climatique. Et donc, face à cela, Bercy nous dit régulièrement qu'il faut absolument consolider l'épargne. Il y a des marges de manœuvre dans les collectivités, mais de l'autre côté, reproche, au regard des critères de Maastricht, d'avoir un endettement supplémentaire. Et donc, si on reproche d'avoir un endettement supplémentaire, il faut à un moment donné qu'on ait un discours clair. Et puis la deuxième raison, c'est que moi je veux bien qu'on ait des baisses. Non, on a dit 2 minutes, chers collègues. On a dit 2 minutes. Je veux bien qu'on reproche aux collectivités, à la rigueur, qu'on applique des baisses. Mais dans ce cas-là, il faut leur donner une lisibilité pluriannuelle. Aujourd'hui, on empêche les collectivités d'avoir une visibilité pluriannuelle. 2 minutes, c'est pas 2 minutes ça 40. n'est pas possible. Merci. Monsieur Cozic. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je m'interroge quand même. Là, on arrive dans l'examen par cet article des conséquences sur les collectivités. Le groupe socialiste a une position très claire qu'il défend depuis l'an dernier, c'est qu'on considère aujourd'hui que l'effort qui est demandé aux collectivités n'est pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle quand même que l'effort qui est demandé dans ce budget pour les collectivités, c'est 15% de l'effort global sur les 30 milliards qu'avait proposé le gouvernement dans le projet de loi initial. Quand on regarde dans les faits, aujourd'hui, la dette des collectivités représente 8% de l'endettement global. C'est stable depuis 30 ans. Donc on le voit, aujourd'hui, il y a un effort disproportionné qui est demandé. Je rappelle quand même que toutes les mesures que vous proposez, aujourd'hui, elles visent à engager les collectivités vous mettez en difficulté les collectivités par vos propositions. Je rappelle que les communes, l'ensemble des collectivités territoriales, aujourd'hui, participent à l'investissement local. La majorité sénatoriale n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre le paquet sur les entreprises. Elles participent à l'effort de développement de l'économie. Mais les collectivités, je vous le rappelle, aujourd'hui, elles pèsent pour près de 70% des investissements locaux. C'est elles qui créent les emplois dans les territoires et qui créent de la croissance. Et donc là, c'est clair, vous êtes en train de les cartonner, je le dis comme je le pense. On est à 3 mois d'élection, on connaît la difficulté dans lesquelles elles sont. Et aujourd'hui, la majorité sénatoriale est engagée dans un bras de fer qui vise à leur enlever cette possibilité. Donc nous avons une position très, très ferme, c'est qu'aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que les collectivités soient mises à contribution dans ce budget. Merci. Monsieur Sautarel, chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux intervenir sur ce sujet-là qui est vaste, avec de nombreux amendements qui concernent effectivement des sujets différents les uns des autres. Tout
Tout d'abord, quand notre collègue parle de remettre en perspective ou en vision pluriannuelle les dotations des collectivités, on a souvent tendance à revenir sur les incidences de la suppression de la taxe d'habitation. Moi, je voudrais à cette heure vous permettre aussi de revenir, garder un peu de mémoire, sur les 11 milliards d'euros de perdus de la DGF de 2004 à 2006, qui, si on les remettait aujourd'hui à un euro constant, représenterait pas loin de 20 milliards d'euros, et donc on ne se poserait pas les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui. Ça, c'est un premier point qui me semble ensuite devoir être examiné en responsabilité par rapport à l'objectif que l'on poursuit. Nous sommes tous ici à défendre les collectivités et à chercher un chemin qui permette à la fois de garantir nos finances publiques, un retour à un déficit supportable pour avoir une dette acceptable et donc à accepter une contribution des collectivités à cet effort. Nous l'avons, ça a été rappelé, le président du Sénat s'y est engagé, calibré à 2 milliards d'euros. Comment le trouver de manière équilibrée? C'est les propositions qui nous concernent ici, notamment sur le PSR VLEI. Nous souhaiterons tous qu'il soit moindre, mais il répond à un équilibre général, à la fois des sources d'économie et de la répartition entre les niveaux de collectivité. Notre priorité, et nous l'assumons, ça a été d'une part de répondre aux enjeux des départements, qui sont aujourd'hui les collectivités les plus en difficulté. On y reviendra dans l'examen d'autres articles, pour non seulement ne pas ponctionner les départements, mais même apporter des réponses encore insuffisantes dans l'attente d'une réforme structurelle, mais apporter des réponses aux départements. Deuxièmement, de faire le choix de préserver les communes, effectivement, sur lesquelles il y a aujourd'hui un risque d'épargne nette négative, comme le connaissent les départements, qui est en train de monter, et de laisser ensuite la liberté au bloc communal de faire des arbitrages entre communes et intercommunalités pour répartir l'effort à l'échelle locale, avec une liberté locale. Et enfin, concernant les régions, je crois que les équilibres qui ont été trouvés et qui ont été rappelés permettent de répondre aux enjeux et aux attentes des régions. Je vous remercie. Monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver, mais vous me dites si je me trompe. Il y a une complémentarité entre deux priorisations, une faite par le rapporteur général, une faite par Madame la Ministre. Pour beaucoup, il y a beaucoup de recoupements. Si j'ai bien compris, mais chacun, voilà, on prend nos responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, nous qui avons posé la question que la dotation globale de fonctionnement soit indexée sur l'inflation, si on suit la priorisation, on a compris que ces amendements-là, ils tombent. Donc, il faut affronter la question. Voilà, il n'y a rien de grave, on affronte cette question, on décide ce matin que ne soit pas débattu quelque part par un vote et sanctionné par un vote le fait que la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales soit indexée sur l'inflation. C'est-à-dire que, je m'excuse, c'est la formule vaut ce qu'elle vaut, mais l'État dévalue l'argent dans le contrat de confiance aux collectivités territoriales. Et puis après, votre priorisation, Monsieur le rapporteur général et Madame la Ministre, va faire tomber aussi d'autres amendements. On parle avant-hier de l'industrie, du développement économique, du soutien à nos entreprises. Et quand on aborde des amendements sur la compensation pour les collectivités territoriales sur les locaux industriels, excusez-moi, les locaux industriels autour, c'est des routes, c'est des services, etc. Et là, 800 millions de moins pour les collectivités territoriales. Voilà un petit éclairage sur ce que je pense de manière humble et modeste sur la nature et le sens politique de cette priorisation. Merci, Monsieur Laménie. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur général qui ont beaucoup de mérite parce que pour s'y retrouver avec de tels enjeux, beaucoup de chiffres et beaucoup d'amendements, puisqu'il y a plusieurs thèmes qui sont largement abordés sur cet article 31 avec beaucoup d'enjeux financiers. Alors, je reviens, il y a un amendement que j'aurais bien voulu soutenir, mais après le devenir, c'est l'amendement de Bruno Belin sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Il y a beaucoup de départements. Les départements qui sont concernés par une centrale nucléaire, c'est des montants quand même importants. Et il y a quand même une baisse de 50 millions d'euros pour 2026 sur ces fonds départementaux qui sont là pour aider les communes et intercommunalités dites défavorisées. Donc c'était pour connaître aussi le devenir de cet amendement. Et puis concernant
les amendements que j'ai déposés. Alors, s'il y en a un, peut-être un qui a un avis défavorable, je me rallierai sur le 2341 avec l'amendement et le sous-amendement du gouvernement, l'amendement du rapporteur général et l'amendement du gouvernement. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue, monsieur Dossus. À vous. Merci, Monsieur le Président. Mais évidemment que chaque année, désormais, on a ce débat où certains pensent qu'on peut équilibrer le budget de l'État en ponctionnant les collectivités et en comprimant leur capacité d'investissement. Puisque depuis 8 ans au moins, mais un peu, ça s'est fait depuis en réalité plus longtemps que ça, le principe ou l'objectif d'autonomie des collectivités territoriales a été largement attaqué et frontalement par ce gouvernement, ou en tout cas ses précédents qui avaient la même ligne politique, et que désormais la confiance entre nos élus locaux et Bercy est largement mise à mal, et on doit à chaque fois, chaque année désormais, se faire ici l'avocat de ce que ressentent les maires et d'autres représentants locaux. Et on a besoin d'investissement local, on le sait, puisque 2/3 des investissements pour la transition notamment doivent se faire au niveau local. Et donc chaque année, en voulant comprimer le budget des collectivités pour redresser les finances de l'État, vous entravez évidemment toute politique de transition au niveau local, sachant que le moteur de l'économie sur nos territoires, c'est évidemment aussi l'investissement public. Et donc évidemment que quand la droite ici participe avec le gouvernement à comprimer le budget des collectivités, elle met à mal nos politiques de transition. Et évidemment, tant qu'on ne revient pas à un objectif d'autonomie fiscale des collectivités, on aura ces débats qui sont à chaque fois assez lunaires. Madame Riquet. Oui, merci Monsieur le Président. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Thierry Cozic, nous allons avoir une divergence de fond sur le traitement réservé aux collectivités. Nous sommes à un moment où nous voyons bien l'état de notre pays. Qu'est-ce qui tient notre pays aujourd'hui? Ce sont bien les collectivités, par l'action qu'elles mènent au plus près des citoyens. Ce sont elles qui font vivre le tissu économique. Et je pense très sincèrement qu'il est dangereux de porter trop atteinte à leur capacité d'investissement, ça a été rappelé. Je tiens néanmoins à saluer les mécanismes de préservation de leurs recettes et les capacités qui sont les leurs aujourd'hui. Mais on voit bien, on est sur un problème de fond. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du dialogue entre l'État et les collectivités, tant qu'on n'aura pas remis à plat l'ensemble des paniers de ressources des différentes strates de collectivités, nous en serons toujours au même point. On voit bien qu'on prélève d'un côté, on rajoute des financements de l'autre. Pour les départements, c'est symptomatique. On met plus dans le fonds de sauvegarde, mais on leur prélève également des moyens. Donc il y a quand même quelque chose de quasiment schizophrénique dans cette attitude-là. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de fond que sont les relations entre l'État et les collectivités, tous les ans, nous aurons le même dialogue. Merci. Monsieur Usa. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'autres collègues l'ont dit ici, nos collectivités sont exemplaires. Nos élus locaux le sont chaque jour. Je trouve qu'il y a quand même comme un malaise dans cette enceinte où nous votons des budgets en déséquilibre à aller faire les poches de celles et ceux qui sont au rendez-vous et sont exemplaires au quotidien. Ici, redire quand même, parce que certains agitent des montants, ceux pour l'année 2025, contrairement à ce que la majorité sénatoriale avait laissé croire, ce n'était pas 2,2 milliards d'efforts. On est au-delà des 7 milliards pour l'année 2025, chiffre de la Cour des comptes et chiffre de l'Association des maires de France. Et la copie, Madame la Ministre, pour 2026, ça n'est pas 4,6 milliards, on est aussi au-delà des 7 milliards parce qu'il faut bien avoir cette approche globale. Donc quand bien même on réduirait l'effort d'un peu plus de 2 milliards, la copie finale, la facture finale sera au-delà des 5 milliards d'euros. Avec des effets récessifs majeurs, ça fait plus de 12 milliards d'efforts sur 2 ans, avec à chaque fois le même argument. On est à la fin du cycle électoral, on est au début d'un autre, donc on peut aller
ponctionner les collectivités. En réalité, elles ont besoin de stabilité pour leurs investissements en matière de transition, c'est vrai, mais pour le maintien des services publics où l'État, là aussi, est en recul. Et puis enfin, même si je note quelques efforts, monsieur le rapporteur général, et je vous en remercie, pour les régions, on voit bien se dessiner la tentation d'opposer les collectivités les unes aux autres, en particulier sur le sujet de la dotation particulière élus locaux, où pour nous, il est hors de question d'aller faire les poches des collectivités pour aider les collectivités. Il y a quand même là un message qui est inaudible, incompréhensible, inacceptable. C'est la nation dans son ensemble qui doit faire l'effort nécessaire pour reconnaître cet engagement des élus locaux, mettre les moyens qui conviennent parce qu'ils agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci Madame Billon. Pour 2 minutes, si vous voulez. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je n'avais pas forcément compris la règle. 2 minutes aussi, c'était pour l'explication de nos amendements, pour la présentation de nos amendements. C'est 1 minute. C'est 1 minute. Ah ça, oui, a été réunion avec le président Larcher de tous les présidents de groupe. groupe. Je croyais que c'était pour la mission collectivité. Non, 1 minute donc pour défendre les amendements. Et comme là, c'est un sujet quand même qui concerne particulièrement le Sénat, ce sont les collectivités locales, eh bien, il est admis qu'on puisse aller jusqu'à 2 minutes. Très bien. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ces explications et cette meilleure compréhension de ma part. Je voulais juste vous dire que cet amendement sur les collectivités, on est en train finalement d'entraver les collectivités qui font bien le job. Tous les territoires d'industrie, ce sont des territoires créateurs d'emplois, créateurs de richesses. Donc moi, je le rappelle, je l'avais dit dans ma présentation extrêmement succincte parce qu'elle avait été déjà présentée, cet amendement avait déjà été présenté par 2 autres collègues sur une seule intercommunalité dans le bocage vendéen, c'est 1,8 million. 1,8 million qui ne reviendront pas, qui ne seront pas investis dans ce territoire. Donc on sait que les collectivités sont extrêmement bien gérées. Aujourd'hui, on les prive de moyens d'action, de moyens pour créer des emplois et des richesses. Donc forcément, je souhaitais que ces amendements passent. Merci. Madame Achilben, chers collègues. Merci Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, mes chers collègues. N'ayant pas eu l'opportunité de défendre mon amendement 1994 qui a été présenté brièvement par notre collègue Khalifé, permettez-moi d'en dire un mot à l'occasion de l'explication de vote. Je voudrais remercier en premier lieu le rapporteur général de l'attention qu'il a apportée à ces amendements qui ont surgi de tous les bancs de notre Assemblée et qui montrent bien qu'il y avait une vraie attention, une vraie inquiétude de la part des élus, notamment des élus régionaux. Cela permet de déjouer les prévisions funestes qui étaient portées par cet article 31 et qui aboutissaient en quelque sorte à transformer l'autonomie financière constitutionnellement protégée par une sorte de dépendance budgétaire qui n'est pas de bon aloi. La Cour des comptes l'a rappelé dans son second fascicule concernant l'année 2025. Les régions supportent proportionnellement plus l'effort de maîtrise des dépenses publiques que les autres collectivités, puisqu'elles supportent 21% de l'effort, alors qu'elles ne représentent que 12% des produits et 11% des charges. En ce sens, la Cour des comptes a invité le législateur, mais aussi le gouvernement, à tenir davantage compte de la situation financière spécifique et propre de chaque niveau de collectivité par rapport aux décisions à prendre en ce qui concerne l'effort de maîtrise auquel nous souscrivons évidemment tous. Et c'est pour cela que je voulais remercier Madame la Ministre d'avoir décidé d'abandonner l'écrêtement de la TVA et de ne pas l'appliquer aux régions, puisqu'elle montre bien en ce sens qu'elle tient compte de la spécificité des régions. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Marguerite, que j'ai dû couper tout à l'heure, je m'en excuse. Pardon, je pensais qu'on était sur la règle des 2 minutes pour la présentation des amendements. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voulais, sur l'aspect régional, saluer le travail de notre rapporteur général, mais également de notre collègue Stéphane Sautorel, avec lesquels on a pu construire une solution qui n'était pas évidente. En effet, il peut y avoir parfois l'idée que c'est facile d'aller taper les régions parce qu'elles auraient une surface financière plus importante. D'abord, c'est faux. On sait aujourd'hui que leur capacité
d'endettement est devenue très difficile, que leur capacité de remboursement se prolonge dans le temps aujourd'hui et que donc la situation est extrêmement tendue au point de revoir un certain nombre de projets d'investissement qui sont majeurs pour l'avenir. Et puis l'autre erreur d'analyse qu'il y aurait à ne pas finalement prendre avec attention la question régionale, c'est que derrière les régions, elles souscrivent des contrats de territoire avec les territoires et que derrière sont autant de projets dans les communes qui sont des projets remis en cause. Donc je voudrais dire que la solution qui est construite est une solution d'équilibre et pertinente. Alors bien sûr, sur les valeurs industrielles, les valeurs locatives sur les établissements industriels, je ne partage pas complètement. Je voudrais remercier aussi Jean-François Husson, notre rapporteur général, parce qu'on évite le pire quand même avec la solution qui est proposée. Mais je voudrais, Madame la Ministre, bien qu'on réfléchisse collectivement à la parole de l'État. En 2021, Olivier Dussopt, ici même, devant la représentation nationale, garantissait la prise en compte de la dynamique. Aujourd'hui, il y a des territoires qui sont susceptibles d'accueillir des grands projets industriels qui sont des projets en réalité d'intérêt national. Quelle image on renvoie aujourd'hui, enfin quelle idée on envoie à ces territoires de se dire que les engagements que le gouvernement prend aujourd'hui ne vaudront pas demain. Et ça me semble être en effet extrêmement préjudiciable pour l'objectif de réindustrialisation que je crois nous partageons sur l'ensemble de ces bancs. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Kerrouche, notre collègue des Landes. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue Sautarel a repris l'ancienne selon laquelle les difficultés viennent du quinquennat Hollande et de la baisse des sommes qui étaient données aux... Alors moi, il faut arrêter de jouer ce film. Je vous rappelle que dans le mandat précédent, de 2007 à 2012, c'est là où la dette publique a progressé de façon incroyable de 70% à 90% du produit intérieur brut et que donc la baisse des dotations, elle intervient pour rattraper les erreurs de gestion de ce quinquennat. Donc il faut arrêter ça et je vous rappellerai aussi la baisse de la taxe professionnelle. Donc ce n'est pas utile de revenir sur le passé. La question, c'est ce que nous allons faire pour l'avenir. Et en l'espèce, comme ça a été dit par mes collègues Kozik et Uzena, vous faites le choix aujourd'hui de mettre à l'arrêt les collectivités territoriales. Et c'est ce choix que nous ne voulons pas faire avec vous parce que ça comporte un risque majeur pour l'avenir de notre pays. On ne peut pas dire tout le temps que l'on défend les collectivités territoriales et qu'on est la chambre des territoires et de l'autre côté faire exactement l'inverse dans les choix sur lesquels nous nous prononçons. Monsieur Barros, à vous, chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, on voit bien dans le débat qu'il y a deux positions de fond sur lesquelles on n'est pas d'accord. Je dirais que la droite et le centre, la majorité sénatoriale, est d'accord pour faire contribuer les collectivités territoriales au redressement des finances publiques dont elles ne sont pas responsables de la situation. Nous, on est clair, je dirais qu'à un moment donné, on considère que les collectivités, elles ne sont pas responsables de ça. Alors, on constate, je pense, ensemble ça, mais par contre, on considère clairement, dans le prolongement de ce constat, qu'elles n'ont pas à contribuer au redressement des finances publiques. C'est simple, c'est logique. Et à un moment donné, moi, je trouve que cette clarté, il va falloir la voir jusqu'au bout. Parce que quand on va tous rendre compte du travail que l'on mène ici, quand on va voir les maires, les assemblées de maires, on va faire ce qu'on a à faire sur nos territoires, il faudra qu'on continue à être clair là-dessus. Et que, pour le coup, vous, comme nous d'ailleurs, on soit dans le prolongement de la parole qui est prise ici. Et moi, je vous souhaite bien du courage quand vous allez expliquer aux collègues que vous contribuez à l'affaiblissement des finances publiques, des collectivités territoriales, pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées. Je pense que quand on défend l'industrie, on ne peut pas démonter les capacités financières des territoires. Enfin, on sait très bien que s'il y a des boîtes qui s'installent dans nos communes, dans nos intercos, dans nos départements et dans nos régions, c'est parce qu'on met de l'argent sur la table, qu'on fait venir les entreprises, parce qu'on constitue en fait un terrain favorable à leur installation. Et tout ça aussi en fonctionnement, ça tire fortement. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Donc je vous souhaite bien du courage. Allez, Monsieur Fagnan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reviens quelques instants après l'intervention de notre collègue Annick Billon sur la question des territoires industriels. Au-delà de la rupture de confiance instituée par cette rédaction, et quand bien même, Monsieur le rapporteur général, et je le remercie, a proposé des évolutions, il y a une rupture de confiance profonde sur les engagements pris, mais il y a aussi une contradiction flagrante sur la politique de l'État lui-même, puisque depuis quelques années, à travers Territoires d'industrie, vous encouragez les collectivités locales à accueillir des activités industrielles sur leur territoire pour
4 ans après l'engagement de compenser dynamiquement les recettes fiscales perdues, vous revenez dessus de façon extrêmement brutale. Quel crédit accorder à la politique de l'État, tout simplement, si d'aventure nous devions persister sur cette voie mortifère, avec toutes les conséquences que cela suppose, mais ça a été parfaitement expliqué tout à l'heure par divers collègues, notamment sur le financement des services publics. David Marguerite et moi-même sommes d'un département éminemment industriel et rural, avec tout ce que cela suppose comme politique d'investissement à réaliser en matière d'aménagement du territoire. Et puis, d'un mot plus général sur les collectivités locales, à l'instar de ce qu'évoquait notre collègue Pierre Barros à l'instant. Enfin, mes chers collègues, on ne peut pas avoir les yeux de chimène pour les collectivités locales lors du congrès des maires et 15 jours après, dans l'hémicycle, leur demander une contribution aussi brutale dans le redressement des finances publiques pour lesquelles elles ne sont responsables en rien alors qu'elles supportent la grande majorité des investissements publics dans notre pays que nous allons inévitablement dégrader si nous continuons sur cette voie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hauchard, à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on est sur un article important, si ce n'est le plus important de ce budget. Je suis sûr que vous attendiez impatiemment notre avis. Les partis du système, la gauche en première, ont mis en place une décentralisation devenue chaotique. Des compétences éclatées, des ressources insuffisantes, un véritable millefeuille territorial coûteux et illisible. Nous considérons que certaines collectivités sont plus essentielles que d'autres. C'est le cas des communes et des départements. C'est là que se trouve la proximité, l'efficacité et l'ancrage démocratique. À l'inverse, des économies doivent être réalisées. Je pense notamment aux régions, dont je connais bien le fonctionnement et qui constituent aujourd'hui une structure largement inutile. Quant aux EPCI, ils sont devenus trop technocratiques, trop coûteux et trop complexes pour nos élus locaux. Dans ce contexte, nous pouvons voter que des solutions imparfaites. Oui, il faut indexer les différentes aides sur l'inflation, mais nous soutenons aussi le retour des régions dans le giron de la DGF, la TVA étant un impôt trop dynamique, trop peu pilotable pour constituer une ressource stable. Avant de demander des efforts aux Français, c'est à la technostructure de se réformer. Monsieur Fargeot, à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Oui, je reviendrai sur la baisse des valeurs locatives. Et je rappellerai que ce sont précisément les territoires industriels qui portent les charges d'aménagement, de voirie, de réseau et d'attractivité indispensables à la réindustrialisation. Et je n'évoque même pas ici la nécessité de transformer des zones industrielles vieillissantes pour les rendre attractives. Préférez-vous qu'elles deviennent des friches industrielles? Alors oui, la parole de l'État est essentielle et l'État, le gouvernement, doivent la maintenir. Merci. Madame Sonnet. Alors déjà, je voudrais remercier Monsieur Hauchard, qui a été totalement absent des débats et qui vient à la fin, à l'explication de vote, nous expliquer à quel point il soutient les collectivités territoriales, alors qu'on ne les a pas vues. Attendez. Là, ça, je n'admets pas ce genre de propos. Vous dites ce que vous avez à dire sur les articles sur lesquels nous sommes en train de voter. Le reste ne nous intéresse pas aujourd'hui. Allez-y, madame. Merci, Monsieur le Président, mais en tout cas, je tenais effectivement à le dire. On est dans une situation où effectivement le débat, en tout cas dans la discussion globale, mélange un certain nombre de sujets, mais la réalité, et bon nombre de nos collègues nous l'ont répété, c'est-à-dire qu'ici, on abandonne quand même les collectivités territoriales. Sur l'indexation de la DGF, l'ensemble des associations des élus l'ont demandé, et en fait, on nous explique que, bon, par la priorisation, finalement, on va éviter le pire. Mais comment on peut accepter d'éviter le pire, alors même que l'on sait à quel point les investissements de nos collectivités sont primordiales pour l'économie française, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, elles souffrent terriblement, notamment, et je le répète ici parce qu'on n'en a pas parlé, de cette hausse de la CNRACL qui fait que aujourd'hui, les collectivités ont vraiment, en matière de fonctionnement, des choix drastiques à faire et donc des investissements de moins à faire. On est quand même face à une vraie contradiction, je tiens à vous le rappeler. Enfin, on a eu au début de ce débat 8 milliards, quasiment 8 milliards d'abandon de recettes sur la copie initiale du gouvernement. C'est un choix politique qui a été fait et ce choix politique, on le voit ici, est fait au détriment des collectivités territoriales. Merci, Monsieur Chailloux. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux aussi, comme beaucoup d'autres collègues, appeler à la fois au respect de nos collectivités territoriales et à la cohérence de l'action. Et je voudrais simplement vous donner un exemple. Dans mon département du Loiret,
Et dans ma commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, où j'ai été maire pendant de très longues années, se joue en ce moment au tribunal de Nanterre la poursuite des activités de l'entreprise Brandt. Puisque nous accueillons des industries, nous accueillons aussi les charges qui vont avec. Et le ministre Martin est venu lundi à Saint-Jean-de-la-Ruelle pour apporter le soutien de l'État. Je veux aussi dire que sur ce dossier très concret, la région Centre-Val de Loire et son président François Bonneau, la métropole d'Orléans et son président Serge Goard se sont totalement engagés pour apporter des solutions aux côtés de l'État. Ce sont aujourd'hui près de 11 millions d'euros d'engagement des collectivités territoriales, soit 2 fois plus que le soutien apporté par l'État. Et le ministre d'ailleurs est venu pour aussi encourager et avoir cette mobilité. En fait, il faut que nos collectivités, dans ces situations aussi difficiles, aient cette capacité. Ce sont des efforts importants qui sont demandés à ces collectivités pour permettre de poursuivre cette activité industrielle. Donc, si l'on continue à affaiblir, à enlever des moyens, comment veut-on que concrètement on puisse ensuite venir nous dire non, il faut y aller, etc. Alors que concrètement, en ce moment, on enlève des moyens aux collectivités territoriales. Donc, un peu de respect pour les collectivités territoriales et puis de la cohérence dans les engagements vis-à-vis des élus qui se démènent sur le terrain pour faire vivre les activités, pour donner de l'emploi à nos concitoyens. Merci, monsieur le rapporteur général de la Commission des finances. À vous. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu sur la gauche, excusez-moi. Allez-y, madame. J'en ai pas pour longtemps. Je voulais simplement dire, tout à l'heure, on parlait, mes collègues l'ont très bien dit, les collectivités territoriales sont pris à la gorge. Ils sont pris à la gorge et pourtant, c'est eux qui investissent le plus pour la France et qui font travailler nos entreprises. Mais il y a un double effet qui se coule dans tout ça, dans toutes les baisses qu'on voit pendant ce PLF. Quand, par exemple, on baisse certaines aides pour les associations, qui est-ce qu'on va voir en premier? C'est le maire. Le maire, c'est la porte, la première porte. Aujourd'hui, tout le monde baisse au niveau des populations, que ce soit dans les départements, que ce soit dans les régions. Les citoyens sont impactés. Et qui est-ce qu'on va voir? C'est le maire. Le maire, on lui demande de compenser tous les petits bobos. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous dire, je ne sais pas si je suis la seule, mais je suis une élue communiste. Et j'ai un président d'agglo de droite qui m'a écrit et un président d'agglo communiste qui m'a écrit et qui m'ont dit il faut faire quelque chose parce que nous on n'en peut plus. Il faut arrêter de faire baisser aux collectivités parce qu'ils sont pris à la gorge et ça touche à tout. Ça touche à la culture, ça touche aux aides aux personnes. Donc il faut arrêter, prenez conscience de ça. Il faut absolument qu'on aide les collectivités territoriales. Merci. Alors maintenant c'est à vous, monsieur le rapporteur général. Oui, simplement peut-être quelques mots avant de procéder au vote. En réaction, évidemment, j'ai l'habitude de le dire, quand on demande des efforts à quelqu'un ou à une collectivité, à des chefs d'entreprise, c'est toujours plus facile de demander des efforts que de distribuer des subsides et des soutiens quand parfois ils ne sont même pas demandés en se disant ça va faciliter les choses. Je veux simplement dire que le travail qui a été conduit au nom du Sénat et dans ma responsabilité à la tête de la Commission des finances, on s'est efforcé de rencontrer les grandes associations d'élus, les 4, je dirais, principales, pardon, je ne les hiérarchise pas, mais un petit peu quand même, régions, départements, associations des maires de France et intercommunautés de France. Il y a eu plusieurs échanges, parce qu'il faut trouver le point d'équilibre, et quand on pensait l'avoir trouvé, ben on ne l'avait pas encore trouvé, mais je dois dire, sauf erreur de ma part, que les associations comprennent la gravité du moment et l'effort qui est demandé. Et ce qui est présenté aujourd'hui résulte de ce travail. Et moi, je souhaite en tous les cas que le gouvernement puisse s'en emparer. Et notre responsabilité à cet instant, elle est à la fois de faciliter le travail du gouvernement, mais surtout que le gouvernement respecte la volonté et le choix du Sénat, qui soit un choix le plus clair possible, sur un effort limité pour le bloc des collectivités territoriales à 2 milliards d'euros. J'ai eu l'occasion de le dire, je terminerai par ça, l'objectif, ce n'est pas évidemment d'opposer les collectivités locales, d'où le dialogue, mais parce que quand même, quand on part d'une copie qui était à 4,6 milliards, qu'on arrive à 2 milliards, j'ai eu l'occasion de le dire à la ministre et à d'autres membres du gouvernement, c'était quand même un peu difficile de voir le gouvernement en fin de mandat municipal
proposer un effort ou une contribution de près de 5 milliards pour dire merci au travail conduit au cours du mandat municipal pendant bientôt 6 ans par des élus qui ont été élus en 2020 et qui ont connu bien des difficultés, qui parfois n'étaient même pas élus, mais allaient devenir maires dans la période post-20 mars 2020. Souvent, l'exécutif, le président de la République, les premiers ministres ont félicité ces femmes et ces hommes, maires à la tête des communes ou des intercommunautés, qui ont pris à bras-le-corps, qui ont fait comme ils ont pu, puis il y a eu la guerre en Ukraine, puis il y a eu la crise de l'énergie. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Et bien, je trouve que c'est leur manifester une considération, une reconnaissance en réduisant l'effort qui est proposé dans cette facture, entre guillemets, d'un montant maximum de 2 milliards. Merci. C'est bon. Donc, nous allons passer au vote pour 4 amendements identiques, le 531, 717, 1024 et 1994. Et je suis saisi d'une demande de scrutin public de la part du groupe Les Républicains. Le scrutin est ouvert. C'est bon, le scrutin est clos. Alors, votant 344, exprimé 341, pour 338, contre 3. Le Sénat a adopté. Madame la ministre, je vais vous le dire vraiment très gentiment, mais les chiffres que vous nous avez donnés ne sont pas bons. Avec vos 23 millions d'euros, vous augmentez la DPEL pour les communes de plus de 3 500, entre 1000 et 3 500. Vous augmentez entre 3 500 et 10 000, mais on n'augmente pas du tout la DPEL des communes de moins de 1000. Et ça serait quand même assez curieux qu'on augmente la DPEL pour toutes les communes entre 1000 et 10 000 et qu'on ne l'augmente pas pour les moins de 1000. Et donc, si on veut respecter les engagements qu'on a pris dans le vote de la loi sur le statut de l'élu local, il nous faut 59,4 millions d'euros. Sinon, je le dis, si on ne vote pas cet amendement, les communes de moins de 1000 habitants n'auront aucune augmentation. Ce seront les communes de plus de 1000 qui les auront. C'est très clair. Monsieur Arnaud. Oui, Monsieur le Président, je complète ce que vient de dire Bernard Delcros pour préciser que les 23 millions d'euros qui nous ont été proposés par la DGCL lors des auditions correspondent à ce que vient de dire Bernard Delcros, mais on n'est pas à la somme souhaitée conformément au vote du statut de l'élu, puisque si on ne prend que les maires des 24 726 communes de moins de 1000 habitants, la revalorisation de 10% des indemnités de ces maires s'élèverait à 36,34 millions d'euros. Donc 36,34 plus les 23 qui correspondent à ce que vient de dire Bernard Delcros, on est bien aux 59 demandés. Et donc c'est bien sur cette base-là que nous avons voté ici le statut de l'élu, que nous avons dit toutes et tous aux maires des communes les plus petites, les plus rurales, qu'il y aurait une valorisation de leurs indemnités pour valoriser leur engagement local et qu'il y aurait une compensation de la DPEL à due proportion de cette augmentation pour les communes de moins de 1000 habitants. Et donc c'est bien ce chiffre-là sur lequel nous devons voter, qui est le chiffre présenté dans l'amendement de M. Delcros. Merci, merci, chers collègues. Donc, ce sous-amendement a reçu un avis de sagesse de la commission. Et j'imagine... vous voulez parler maintenant? Nous passons au vote. Donc, je crois que nous allons passer au vote. Quand on passe au vote, on peut... Allez-y. Allez. Rapidement, si vous pouvez. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. C'est juste, alors je comprends tout à fait l'intention de notre collègue Bernard Delcros. Et effectivement, les montants correspondent bien plus au niveau des PEL qui serait nécessaire. Pour autant, c'est que là, c'est typiquement, ce qu'on met d'un côté, on le prend de l'autre, puisque c'est à due concurrence de la diminution de la DCRTP. Donc, je suis assez réservée sur le mécanisme. Merci. Merci. Donc, ce sous-amendement a reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable, j'imagine, du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ensuite, l'amendement du gouvernement ainsi sous-amendé, le 2658, avec un avis de sagesse de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Alors, monsieur Belin, voilà. C'est le 1706 rectifié et qui avait reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et conséquemment, il faut... oui, il y a le 169. Alors, ceux qui vont tomber, c'est le 169 rectifié bis, le 355 rectifié terre, le 528 rectifié quater, le 714, le 1088 rectifié bis, le 1288 rectifié terre, le 1890, le 2097, le 2258 rectifié bis, le 2342 rectifié terre, le 2165, le 2027, et nous arrivons à l'amendement 801 rectifié de Madame Lavarde, qui a reçu... Non, il n'a pas été présenté. Qui n'a pas été présenté. Ah, c'est formidable. Non, parce tu veux trop vite. C'est juste une remarque, c'est-à-dire que là, la répartition de l'effort sur les valeurs locatives des locaux industriels pour les EPCI est fait en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement. Or, on sait bien que plus un EPCI est intégré, plus il a de recettes réelles de fonctionnement. Et c'était pour faire remarquer que dans les autres mécanismes de péréquation qui portent sur les EPCI, on n'utilise pas le même critère, mais on prend plutôt un critère de richesse par habitant. De la commission. Demande de retrait et gouvernement. Madame la ministre. Défavorable. Vous l'avez retiré? Bon, on va suspendre la séance. Oui, Madame Goulet veut faire un rappel. Madame Goulet. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, une petite seconde. Vous avez annoncé l'amendement de notre collègue Belin qui n'a pas été adopté, puis une série d'amendements qui sont tombés. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, les raisons pour lesquelles ces amendements sont tombés, en raison de l'adoption de quel amendement? Parce que vous avez annoncé la chute de ces amendements juste après le fait que l'amendement de Monsieur Belin n'ait pas été adopté. Donc si on pouvait avoir cet éclaircissement... C'était la commission... Monsieur le rapporteur général. Pardon, c'est simplement parce qu'il proposait un autre montant que celui retenu dans l'amendement de la commission. Oui, tout à fait. C'est ça. La parole est à Madame Christine Lavarde pour une mise au point au sujet d'un vote. Si vous le retrouvez, allez-y. Bon. Sur le scrutin numéro 66, mes collègues Marie-Jeanne Bellamy et Thierry Ménien souhaitaient voter contre. OK. La parole est à Monsieur Stéphane Foissin également pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, au sujet du 71, Monsieur Bernard Buis et Monsieur Rambaud, vous voulez voter pour. Acte est donné de ces mises au point. Elles figureront dans l'analyse politique des scrutins concernés. Nous allons mettre au voie l'article 31 qui est pour. Demande de parole. Monsieur Grégory Blanc. Oui, je sais qu'il est tard, mais quand même, sur cet article 31, dire un mot. Nous savons que d'ici 2031, et même après, il faut faire un effort de 180 à 200 milliards si on intègre l'armée, la transition écologique, la transition démographique. De manière très claire, nous pensons qu'il faut commencer par mettre à contribution les plus hauts patrimoines et les plus hauts revenus de ce pays, mais on sait que ça ne suffira pas. Il y a donc un débat aussi sur les économies. On a fait un certain nombre de propositions au moment du PLFSS, notamment sur la question de la financiarisation de la santé. Là, il est proposé de faire porter les économies sur les collectivités territoriales. C'est un débat. Nous ne sommes pas d'accord pour ce qui nous concerne. Mais dans la façon de les mettre à contribution, il y a eu par exemple le pacte de Cahors, qui avait le mérite d'être plus clair. Là, ce que nous venons de faire, c'est une innovation en diminuant les compensations sur des exonérations d'imposition locale. Et je veux juste terminer en disant que sur les exonérations de taxes foncières sur les logements sociaux, les collectivités attendent plus d'1 milliard d'euros de l'État qui s'est engagé à compenser et qui ne le fait toujours pas. Ça veut dire qu'à travers ce vote, on adresse aussi le signal, si on vote l'article 31, aux collectivités qui ont de nombreux logements sociaux pour lesquels l'État s'est engagé à compenser,
qu'en fin de compte, on ne reverra jamais l'argent. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles, en plus de toutes celles qui ont été exposées au moment du débat, pour lesquelles nous voterons contre l'article 31. Ceci étant dit, nous allons procéder au vote sur l'article 31. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et les discussions ont repris cet après-midi sur les recettes des collectivités, notamment sur le DILICO, ce dispositif d'épargne contrainte destiné à faire participer les collectivités à la maîtrise des finances publiques, déjà fortement modifié en commission. Regardez. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est reprise. Nous reprenons donc la discussion du projet de loi de finances pour 2026. Et dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 2082 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 31. J'ai donc deux amendements en discussion commune et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Fargeot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, CVAE, taxe pro et bientôt taxe d'habitation, l'histoire se répète. Chaque réforme d'imposition locale est annoncée à compensation intégrale, avant d'être rebasée, plafonnée ou rognée quelques années plus tard. C'est exactement ce que vous faites encore dans cet article 31. On supprime un impôt local, puis on supprime la compensation qui allait avec. La parole de l'État s'érode et la confiance aussi, il faut bien l'entendre. Vous comprenez bien que ces méthodes compliquent le pilotage des collectivités. C'est pour cela que je présente cet amendement qui vise à sacraliser un principe cardinal. Une réforme nationale ne doit jamais fragiliser les finances locales. Ce principe n'est pas optionnel, il découle directement de l'article 72-2 de la Constitution qui impose la neutralité financière des décisions de l'État impactant les collectivités. Respectons les collectivités territoriales. Nous demandons donc deux garanties, une compensation réellement neutre et une évaluation préalable transparente avant toute modification. Monsieur Fargeot, vous pouvez présenter le suivant? Il est défendu. Très bien. Je vais demander l'avis de la commission sur ces deux amendements. Et Monsieur le ministre, défavorable sur les deux. Alors, le premier de Monsieur Fargeot, deux avis défavorables, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Alors là, attendez, si ça commence comme ça, on ne va pas y arriver, chers amis. On a toute l'après-midi. Alors, je recommence. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Il n'est pas adopté. Est-ce que je considère que c'est le même vote pour le deuxième? Oui, alors vos deux amendements ne sont pas adoptés. Nous continuons. Deux amendements identiques et je laisse la parole à Monsieur Sautarel. Je vous en prie, monsieur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Cet amendement concerne l'extension de l'exonération de taxes foncières et de CFE à tous les mâts d'éolien, quelle que soit leur conception qui était prévue dans la loi de finances pour 2024, alors qu'aucune compensation n'a été prévue. En effet, dans l'article 27 quinquis issu du projet de loi de finances pour 2024 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, seule l'exonération a été retenue et non la compensation. Ainsi, le présent amendement vise à réintroduire la compensation de la perte de recettes pour les collectivités liée à l'extension de l'exonération de la taxe foncière à tous les mâts d'éoliennes. Merci. Merci, Monsieur Sautarel. Madame Séné, il est défendu. C'est un identique. Oui, je sais, c'est un identique. Il a été parfaitement défendu, mais peut-être juste rajouter qu'on ne peut pas finalement promouvoir la transition énergétique en la finançant sur le dos des collectivités. Et donc, ça rejoint également ce que disait tout à l'heure Monsieur Fargeot. Donc, effectivement, nous demandons de rétablir cette compensation. Merci, chers collègues. Avis de la commission. Je pense, mes chers collègues, que comment dirais-je, par cet amendement, on n'utilise pas le bon vecteur. Je rappelle, en 2024, on avait voté contre cette exonération, estimant d'ailleurs que aucune évaluation fiable n'avait été fournie sur le nombre de mâts concernés, ni sur les pertes des collectivités. Je pense en plus que ça, à mon avis, ça entre dans le champ
des travaux que conduisent au nom de la Commission des finances sur l'évolution de la DGF, les solutions qu'on pourrait imaginer, Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, ce qui motive ma demande de retrait. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, défavorable également sur ces deux identiques, deux avis défavorables. Qui est pour? Je le retire, Madame la Présidente. Vous le retirez. Et il est maintenu avec Madame Senet, donc je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous continuons avec le 1253. Qui le présente? Monsieur Plat n'est pas là dans le groupe. Madame Le Houerou? Madame Briquet? Je ne sais pas. Allez-y. Allez, allez. Il est défendu. Il est défendu. Il est défendu par qui? Non, non, parce que s'il n'y a pas de co-signataire... Madame Le Houerou, il est défendu. Défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous continuons avec deux amendements de suppression. Le 1716, Monsieur Fargeau, est-ce vous qui le présentez? Il est défendu. Identique, Madame la Présidente Cukierman. C'est le 2100. Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à nos yeux, cet article, en tout cas 32, tourne le dos à la réalité des collectivités locales et c'est pour ces raisons que nous en demandons la suppression puisqu'il cumule deux mesures qui, mis bout à bout, formeraient un choc budgétaire violent pour les territoires déjà sous tension, recentrer le FCTVA sur les seules dépenses d'investissement et exclure l'entretien. C'est donc faire comme si l'entretien n'était pas une obligation au quotidien. De plus, il prévoit un décalage d'un an du versement pour les EPCI et provoquerait donc un mur financier pour 2026. Telles sont les raisons de cet amendement. Je vous remercie. L'avis de la commission, s'il vous plaît. C'est une demande de retrait. Je veux préciser que cet amendement, s'il était adopté, conduirait à annuler plusieurs extensions souhaitables et souhaitées de l'assiette du FCTVA, qui sont portées par l'article 32. Donc une demande de retrait. Monsieur le ministre, défavorable. J'ai deux avis défavorables sur ces deux amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Nous continuons avec 6 amendements en discussion commune. Monsieur Grosvalet pour le premier. Merci Madame la Présidente. Le FCTVA est l'un des leviers les plus puissants pour soutenir l'investissement local, mais hélas, il arrive trop tard, en N+1, parfois N+2, alors même que les collectivités, cela a été dit à maintes reprises ce matin, financent 70% de l'investissement public civil. Dans un contexte où leur autofinancement recule et où elles maintiennent l'effort d'équipement au prix de leur trésorerie, il est temps de leur redonner de l'oxygène. Cet amendement propose une mesure simple, verser le FCTVA l'année même de la dépense, c'est de la trésorerie immédiate, de la relance réelle et un soutien direct à l'économie locale. À l'inverse, le recentrage proposé dans ce budget fragilise les EPCI et pourrait provoquer une véritable année blanche pour certains programmes. Voilà pour ce 100% Sénat spécial budget. Les discussions se poursuivent au Sénat qui devrait adopter la première partie demain avant de passer aux discussions des crédits par mission. Vous pouvez retrouver bien sûr tous ces débats et tous nos articles de décryptage sur notre plateforme publicsénat.fr. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sens Public et Thomas Hugues. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.